Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve avec 3 nouvelles lectures comme ceci. Alors j'ai changé un peu l'angle de la caméra. Là vous voyez il y a 2 gros trous très moches. Mon étagère que je m'étais amusée à faire jolie avec tous mes titres de l'iconoclaste entre autres qui sont là, s'est cassé la figure. Donc il a fallu que je range tout. Voilà, bref c'est en stand-by. Bientôt j'aurai dans quelques mois j'espère une nouvelle très grande, très belle bibliothèque. Mais pour l'instant c'est comme ça, donc voilà, d'où le fait que j'ai changé un peu l'angle pour que ça fasse moins moche. Du coup on va parler lecture évidemment, c'est pour ça qu'on se retrouve. Donc 3 livres que j'ai lus, donc celui-ci je l'ai lu fin de la semaine dernière d'une traite. Ensuite j'ai lu le fameux Caresser le velours de Sarah Waters. Et ensuite j'ai lu celui-ci, Divorce. Et là je suis actuellement en train de lire un livre de la rentrée littéraire, donc ce sera dans une autre vidéo. Alors du coup je vais commencer par celui-ci, Mariage contre nature de Motoya Yukiko. Ayant reçu le fameux prix Akutagawa en 2016, l'équivalent du Goncourt mais pour le Japon, prix qui est remis 1 à 2 fois par an. Voilà, c'est des cérémonies un petit peu différentes de la France. Du coup j'étais assez curieuse, d'une parce que c'est Piqué qu'il propose des bons titres coréens, japonais et asiatiques de façon globale, et là je me suis dit allez celui-ci a l'air pas mal, il avait pas des notes fabuleuses mais je me suis dit allez on va le découvrir. Alors très clairement il est extrêmement fin, hein, vous le voyez, il fait même pas 100 pages, ah si 107 pages exactement. On va suivre un couple, San, qui est une femme au foyer, mariée à son mari depuis 4 ans. Elle ne travaille pas, elle est à la maison, elle s'occupe de la maison. Ils n'ont pas d'enfants, pas encore. Et son mari, un jour, elle le trouve différent, elle trouve que son visage a changé. Voilà, donc il y a des aspects un petit peu fantastiques dans ce roman. Bien qu'il soit très court, il y a un petit peu une vibe à la Yoko Ogawa et Haruki Murakami. Alors, c'est pas un roman évidemment Kimura, autant plus que Haruki Murakami qui en plus, lui, il creuse vraiment dans ce fantastique, dans cet onirisme là. Là, c'est un roman très court, donc forcément, les aspects un petit peu fantastiques, voilà, ça va pas durer non plus 100 ans. Donc ça fait un effet différent je trouve. Mais pour autant, on a un petit peu cette vibe fantastique là de son visage qui change littéralement, elle ne le reconnaît plus. Et elle a une voisine qui sort son chat régulièrement et elles discutent entre elles et un peu de ça en fait. Et un jour, San va se regarder dans le miroir et va se rendre compte qu'elle ne se reconnaît plus non plus, que son visage est flouté comme si... Enfin bref, des trucs un peu bizarres quand même. Et puis, il y a aussi une fois où elle trouve qu'un couple, les 2 personnes qui physiquement ne se ressemblaient pas, elle va trouver qu'ils commencent à se ressembler énormément. Et elle se dit, mais il y a un problème. Et en fait, c'est comme si un petit peu les affinités dans le couple et le fait qu'on s'intéresse au hobby et à l'autre, eh ben, nous faisait lui ressembler physiquement. C'est assez bizarre. Mais voilà, c'est les romans japonais, des fois faut pas trop se poser de questions, ils voient des choses et explorent des choses qu'on n'explore pas forcément en Occident, et c'est ça que j'aime dans la littérature japonaise surtout. Mais voilà, là c'était sympa, c'était pas un coup de cœur, mais je l'ai trouvé original, voilà, et la fin est très surprenante, vraiment dans la veine du roman, du début à la fin quoi. Écoutez, pas mal, voilà, je l'ai lu d'une traite en un peu plus d'1 heure, j'ai pris mon temps, voilà. Ensuite j'ai lu Caresser le velours de Sarah Waters, un livre, regardez la couverture, dont j'ai clairement été attirée par cette couverture, que les éditions 10-18 ont refaites il y a quelques mois, les éditions 10-18 qui refont souvent des couvertures de livres cultes ou de livres un petit peu plus anciens qu'ils ont envie de redynamiser. Ben pour le coup ça a clairement marché parce qu'entre celui-ci, Affinité et Du bout des doigts, qui sont 3 de ces titres, bah j'ai envie de lire les 3. Donc bref, j'ai commencé ma découverte de l'autrice britannique grâce à ce roman-là, Caresser le velours, qui est absolument magnifique, que j'ai adoré et qui se passe dans l'Angleterre des années 1890. Alors elle l'a écrit récemment, hein. Elle l'a, enfin récemment, il est assez contemporain, il est sorti en 98 celui-ci.
Et du coup, il se déroule à la fin du 19e siècle à Londres et dans le Kent. On va suivre Nancy qui est écaillère. Écaillère, c'est celle qui s'occupe des huîtres, qui ouvre les huîtres. Et en l'occurrence, elle travaille pour ses parents qui ont un restaurant. Donc elle ouvre des huîtres à longueur de journée, elle vit au large du Kent, elle vit une vie très tranquille avec sa grande sœur et ses parents. Et un jour, elle va se rendre au théâtre et elle va tomber sous le charme de Kitty, chanteuse de musical qui est habillée en dandy, donc vraiment travestie en homme. Elle a l'impression, enfin elle voit que c'est une femme, mais elle le donne à penser que c'est un homme. Et elle va aller la voir une fois, deux fois, trois fois, comme ça plusieurs soirs de suite. Kitty va commencer à la remarquer parce qu'elle est assise à la même place. Elle va ensuite l'inviter dans sa loge, elles vont discuter, se rapprocher. Kitty va même être invitée chez les parents de Nancy pour manger des huîtres, jusqu'à ce que Kitty lui propose de l'accompagner à Londres, où elle est pressentie pour jouer dans des théâtres un petit peu plus haut de gamme. Puis Londres, bah, c'est la capitale, à l'époque c'est une des villes les plus riches et les plus peuplées du monde, donc vraiment c'est le début d'une belle aventure quoi. Donc Nancy accepte, elle quitte sa famille et pendant plus d'1 an et demi, elle vivra avec Kitty qui deviendra son amante. Alors ce livre aussi, c'est clairement une romance lesbienne. Je pense que c'est une des premières que je lis de ma vie. Et en plus de ça, le thème du travestissement et de la barrière entre les genres hommes et femmes est très ténu. Je n'ai jamais lu un roman qui ressemblait à ça. Je l'ai trouvé extrêmement osé, extrêmement original, extrêmement singulier. Et vraiment, vous verrez que Nancy, un coup elle est homme, un coup elle est femme. En fait, elle est juste qui elle a envie d'être et elle s'en fout un peu des qu'en dira-t-on, ce qui est très osé pour l'époque. Hein. N'oublions pas qu'on est fin du 19e quoi. Donc voilà, elles deviennent amantes, elles vivent dans une petite chambre, elles couchent ensemble. Donc il y a des scènes quand même qui sont assez, encore une fois, ouais, osées. Mais par la suite dans le roman, ce sera encore plus osé. Sauf que Kitty, elle veut vraiment garder cette relation secrète, contrairement à Nancy qui pourrait le crier sur tous les toits si elle le souhaitait. Nancy devient l'habilleuse de Kitty, elles vont beaucoup travailler les soirs, mais la notoriété n'est pas au rendez-vous. Kitty, oui, elle est demandée dans les théâtres, mais pas dans les meilleurs quartiers de Londres. Donc bon, elle a quand même un peu d'argent, de la notoriété, mais pas autant que ce qu'elle aurait espéré. Walter, il y a également ce personnage dans le récit qui est très important, c'est un petit peu l'agent de Kitty qui la prend sous son aile et qui essaye de la faire percer. Et puis un jour, Nancy va se mettre à chanter et en fait on va se rendre compte qu'elle chante très bien. Du coup, Walter propose aux deux jeunes femmes de faire un numéro à deux, grimé en homme. Donc encore une fois vraiment la barrière floue entre les sexes. Nancy à son tour qui va se faire appeler Nancy King va recevoir des lettres d'admirateurs et d'admiratrices. Elle va devenir connue et les deux jeunes femmes vont emménager dans un bel et grand appartement, donc leur vie change. Elles atteignent petit à petit la bourgeoisie, enfin un statut un petit peu supérieur. Elles vivent la grande vie, elles passent les dimanches avec Walter, elles s'aiment, elles font leur truc de leur côté sans que ça se sache, jusqu'à ce qu'un jour Nancy rentre chez elle quelques jours où elle se sent pas du tout acceptée et pas du tout en phase avec sa famille. Elle rentre à Londres et là, catastrophe, je vais pas vous dire ce qui se passe, mais elle part vite, elle prend ses clics et ses claques. Et ça va être la redescente pour elle, elle va se retrouver dans un quartier hyper malfamé de la capitale. Elle va se mettre à se prostituer et à faire des trucs hyper... voilà. Habillée en homme, donc encore une fois... Un coup elle est homme, un coup elle est femme, on sait pas trop. Et je trouve que c'est un peu... Je sais pas, c'est peut-être un peu précurseur de la... Elle est pas transgenre, mais bref, elle floute vraiment les genres. Et ça, j'ai trouvé ça assez original. Ensuite, elle va reprendre la grande vie avec une certaine Diana. Et là, quand je vous disais que les scènes osées apparaissent, c'est à ce moment-là. Il y a des scènes de trucs où je suis en mode ouais, c'est chaud, ça pourrait faire des trucs de dark romance actuels quoi. Il y a vraiment des trucs, j'étais en mode ah ouais, putain, pour l'époque, c'est waouh. Donc voilà.
Donc c'est un peu comme ça la vie en dents de scie de Nancy pendant à peu près 5 ans, où elle côtoie la haute société, la basse société, des personnes qu'elle pense aimer, qui en fait la poignarde dans le dos. Bref, c'est un petit peu également elle qui change selon avec qui elle est. Elle, comment dire, elle se respecte, mais aussi elle va s'abaisser à faire des choses avilisantes, très clairement, notamment avec la fameuse Diana. Je vais pas vous en dire plus. Encore une fois, un coup elle est homme, un coup elle est femme, c'est assez confusing. Et puis voilà, c'est tout, je vais pas vous en dire plus. C'est la romance entre, c'est la vie de Nancy avec plusieurs femmes. Donc c'est vraiment ça le fil conducteur. Et le travestissement et cette barrière entre hommes et femmes qui est très ténue. Voilà, j'ai adoré ce roman, je l'ai trouvé extrêmement osé, extrêmement singulier. Ouais, il y a des scènes qui sont... Je suis peut-être un peu coincée, hein. Mais ouais, voilà. Non, franchement, j'ai adoré ce roman, je l'ai trouvé vraiment très très bien. Et je lirai ensuite Du bout des doigts, qui a une magnifique couverture bleue. Et il y a également Affinité, qui est plutôt dans ces tons-là. Voilà pour ça. Ah oui, et il y a un truc que je voulais ajouter. Nancy m'a fait beaucoup rire parce qu'il y a des fois où elle parle vraiment de manière très franche et elle dit pas les choses très sympathiquement. Elle parle d'une certaine Florence et elle dit la pauvre fille n'était vraiment pas belle alors qu'elle-même est dans une situation précaire et qu'elle juge les gens comme ça sur leur physique. Enfin, ça me fait hyper rire. Et le dernier livre de cette vidéo, c'est Divorce de Moa Herngren, roman suédois qui est paru en poche depuis très récemment. Et c'est en fait justement en le voyant en poche que je me suis rappelé que je l'avais dans mes nombreux services de presse que j'avais reçus en librairie durant mon travail en tant que libraire. Donc il est sorti il y a pile un an, le 5-6 2025. Et je me suis dit allez hop, je le sors de ma pile à lire, je l'ai lu en 2 jours, je l'ai beaucoup aimé. Alors comme le titre l'indique, on va parler de divorce, de famille, de rupture, de couples qui se délitent. Alors ça m'a fait plaisir de retourner en Suède, je lis très rarement des romans suédois, scandinaves, et franchement vous savez quoi, ça m'aura donné envie d'aller à Stockholm. Donc voilà, ça aura eu au moins cet intérêt là. Comme le titre l'indique, enfin comme la couverture l'indique, ils ne parlent pas, elles n'écoutent rien. On va donc suivre Béa et Niklas qui sont en couple depuis plus de 20 ans. Ils ont des filles de 16 ans, des jumelles, Alma et Alexia. Ils vivent dans un bon quartier du plein centre-ville de Stockholm. Niklas est médecin, il travaille plus de 70 heures par semaine et Béa est rédactrice web pour la Croix-Rouge, donc elle gagne beaucoup moins que lui, c'est clairement lui qui fait tourner la marmite. Béa, c'est une femme qui a ses idées, qui a ses trucs et il faut que tout le monde aille dans son sens. Elle vit clairement au-dessus de ses moyens, elle veut refaire toute la cuisine, elle veut avoir de belles vacances, elle veut avoir un beau train de vie, mais elle oublie que c'est son mari qui paye. Ça, j'ai un peu eu du mal dans le sens où elle veut faire plein de trucs mais c'est pas elle qui paye, donc c'est un peu facile. Et au début du récit, il va y avoir une embrouille parce qu'en fait, Niklas a oublié de réserver les billets pour le ferry pour aller sur l'île de Gotland, que j'ai regardé, qui se situe au large en fait de la Suède, vers Stockholm. C'est une île pas très belle, mais bon, elle a trop envie d'y aller. Et en plus, il y a sa famille à lui qui y vit, enfin qui a une maison de vacances, je crois. Et Béa est très proche du coup de la famille de son mari. Du coup, elle va y aller seule avec ses filles, comme son mari a oublié, il n'a pas envie de les rejoindre. Mais il y a un climat bizarre parce qu'elle est chez la famille de son mari sans son mari, donc c'est forcément un peu chelou. Et elle va revenir, et Niklas ne répond plus, et il veut divorcer. Donc là, elle tombe des nues. Alors ce que j'ai aimé dans ce roman, c'est qu'on a une alternance de points de vue entre Béa et Niklas, et que du coup, il n'y a pas un avis biaisé, parce qu'au début... En tout cas, moi je me suis dit, ah ouais, c'est un connard, c'est pas cool, qu'est-ce qu'il fait, il ne répond pas au tel, il oublie tout, enfin flemme quoi. Et en fait, après, on a accès au point de vue de Niklas et on comprend beaucoup mieux qu'elle n'écoute rien et qu'il ne parle pas, il n'arrive plus à communiquer, la communication est complètement rompue et comment ce couple va commencer à se déliter, ce qu'il va se passer. Béa est au bout de sa vie, Niklas semble renaître. Bref, voilà, c'est la famille qui change, c'est le couple qui s'arrête, c'est les changements dans la vie.
J'ai beaucoup aimé ce roman, c'est assez simple, je pense que ça peut parler à pas mal de monde, quand bien même on n'a pas vécu de divorce ni même de mariage comme c'est mon cas. Mais j'ai vraiment bien aimé. Et il y a écrit au dos, avec autant de tension que de finesse, Moa Herngren nous donne à entendre les deux versions d'un amour qui se termine. Elle décortique nos lâchetés, nos renoncements, nos incompréhensions et nos illusions, et signe un roman sur le mariage aussi captivant et cruel qu'un polar nordique. Parce que ouais, chacun a sa responsabilité, chacun est victime, chacun est coupable, enfin bref, il n'y a pas un coupable plutôt que l'autre, et les deux ont leur part de responsabilité, et voilà. Et Béa, à la fin, elle m'a un peu fait de la peine, parce qu'elle est vraiment mise comme ça sur le bord de la route, et je me suis beaucoup retrouvée en elle, mais moi c'était une situation où j'étais enfant, où j'étais complètement exclue, quoi, donc je l'ai vraiment eu de l'empathie pour elle, quand bien même elle est aussi responsable de ce qui arrive à son couple. Elle m'a vraiment fait de la peine. Mais voilà, un vraiment bon roman que vous pouvez du coup trouver en poche en ce moment en librairie. Et je viens de voir que ce roman a été vendu à plus de 150 000 exemplaires en Suède et traduit dans 23 pays, donc c'est quand même dingue. Voilà, écoutez, c'en est tout pour cette vidéo de 3 titres que j'ai lus récemment, donc un japonais, un britannique et un suédois, donc voilà, j'ai voyagé. Des histoires complètement différentes qui m'ont beaucoup plu, que j'ai aimé, les trois, celui-ci un peu moins quand même, honnêtement. Celui-ci, gros banger, et celui-ci se placerait après. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, vous aurez les articles des livres mentionnés en vidéo dans la barre d'infos. Merci d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous retrouve bientôt dans une autre. Bye!